Il est 7h48. Nikos Aliagas, vous recevez ce matin le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye. Bonjour Jean-Paul Delevoye. Bonjour. Et bon anniversaire, c'était hier je crois. Merci. Vous avez 72 ans, et votre nom revient souvent dans l'actualité. En fait, dès qu'il y a des tensions, c'est vous qu'on appelle. La classe politique s'accorde à vous qualifier comme une sorte de casque bleu de la République. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous savez, je laisse chacun libre des appréciations. J'ai mon propre jugement sur moi-même. Oui. Et voilà. Et donc je pense que non, ce qui est important, c'est pas la personne, c'est la situation. Vous êtes un peu un sage parce que vous avez beaucoup d'expérience. Vous avez été maire dans le Nord, député Pas-de-Calais, président de l'association. S'il vous plaît, oui. Pardon ? Maire dans le Pas-de-Calais. Oui, maire dans le Pas-de-Calais, président de l'association des maires de France. Votre père était grainetier. Cette France rurale, cette France des territoires dont on parle de plus en plus, comme si on la découvre aujourd'hui avec la crise, vous la connaissez bien, vous connaissez le terrain encore ? Oui, j'ai beaucoup fréquenté. Quand j'étais président de l'Association des maires de France, je faisais 20 à 30 départements par an. Mais j'ai écrit et j'ai dit d'ailleurs que la découverte de la vraie société française, c'est quand je fus médiateur et que je recevais 800 000 courriers relatifs à la société française. J'avais d'ailleurs commis un rapport sur le burn-out de la société et j'avais alerté sur le fait qu'à l'époque déjà, il y avait à peu près 15 millions de Français qui étaient à 50 ou 150 euros près à la fin du mois. Et que j'évoquais déjà à l'époque la difficulté de la survie du quotidien. Et quand on perdait une espérance collective, ce qui était la faillite des politiques et des idéaux politiques, et qu'on était dans la survie du quotidien, à ce moment-là, c'est difficile de demander à quelqu'un d'avoir un comportement citoyen. Il est au contraire dans la violence. Et j'avais une phrase terrible que j'avais écrite à l'époque, mais qui m'avait été dite par un de mes délégués. C'est quand on est dans cette situation, on n'a que deux solutions. Se détruire ou détruire le système. Et l'on voit bien que l'on a aujourd'hui probablement une opportunité à retrouver ce qui doit être la finalité de la politique. C'est comment reconstruire une espérance du futur. Alors comment avec une vision. Reconstruire, mais avant de reconstruire, comment apaiser ? Est-ce que le grand débat, c'est la solution ? Le dialogue est la solution. Le grand débat est un outil. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a un acteur politique nouveau qui est apparu, c'est l'opinion invisible, c'est l'opinion publique. Et il va y avoir, pour les systèmes démocratiques, de grands défis. Comment concilier le choc de temporalité ? Tous les défis politiques sont des défis à long terme. Le changement climatique, la répartition entre le capital et le travail. Et toutes les échéances politiques sont à court terme. L'on voit bien que la mondialisation a fait qu'il y a eu une internalisation du capital qui optimise ses profits à l'étranger et une concurrence des salaires sur le dumping social. Et l'on voit bien que le déracinement lié au déclassement crée un phénomène d'angoisse. Et quand vous n'avez plus d'espérance du futur, ce qui était depuis 1945 l'idéal libéral, le progrès économique égale le progrès social, aujourd'hui partout. Et les signaux avaient été très forts. Bernie Sanders, Madame Clinton n'avait toujours pas compris le poids de Bernie Sanders, la révolte de Stéphane Hessel. Tout simplement, on ne construit aucune espérance politique sur la désespérance des peuples. Là, et les politiques cherchaient plus à satisfaire les marchés que les peuples. Et là, on a besoin de retrouver en politique un peu d'affectif et un peu de psychologie. Vous nous avez donné une cartographie des symptômes, voilà, en résumé, mais sur le terrain. Comment passer de la colère au dialogue ? Vous dites c'est le dialogue plus que le débat. Aujourd'hui, est-ce qu'on est encore capable d'instaurer un dialogue ? C'est un des drames de la société française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle, mais on n'écoute pas. Et dans le débat politique, et les politiques quelquefois ont donné le mauvais exemple, on cherche pas à convaincre, on cherche à terrasser celui qui ne pense pas comme vous. Et on est dans une espèce de cohabitation de pensée et de choc de légitimité. Je vous conteste le droit de décider, même si vous avez été élu, et je revendique le droit de vous contester et même de désobéir. Et donc nous sommes dans un moment où nous avons des chocs de temporalité, court terme, long terme, nous sommes dans des chocs de légitimité et dans des chocs de représentativité. Qui êtes-vous pour parler au nom de quoi ? Et chacun revendique sa représentativité. Moi, je suis gilet jaune, je représente le peuple. Quel peuple ? Je suis politique, je représente la France. Mais nous sommes là dans un moment où il faut que nous retrouvions ce qui est la controverse, pas le débat. Le débat, c'est pas un combat. La controverse. Dans un monde qui est en train de changer à toute vitesse, quelle est la vérité ?
La vérité, c'est celle qui permet à chacun de pouvoir construire, apporter sa différence et s'enrichir de la différence. Or, nous sommes dans un moment où le racisme, le refus de l'autre, est en train d'en emporter sur la capacité de construire une pensée collective. Et si vous regardez... Et sur le mea culpa, peut-être. Et si vous regardez, y compris dans les aspects religieux, aujourd'hui, pour être de droite, il faut être plus de droite. Pour être catho, il faut être plus catho. Pour être juif, il faut être plus juif. On est dans un moment de radicalisation. Et ce qui est assez fascinant, moi je regarde un peu tous les débats, je regarde même les procès qui sont faits sur votre profession de journaliste, etc. On vous conteste, au nom de la liberté d'expression pour laquelle on est prêt à se battre, on vous conteste le droit d'exprimer un avis qui est différent du mien. Qui ça, on ? Mais vous voyez bien, on va attaquer les journaux parce qu'ils ont un journaliste a osé exprimer un avis qui est contraire, etc. Sur les débats politiques. Mais il y a déjà longtemps que j'avais dénoncé cela. Il y avait une espèce de censure morale. Vous qui êtes observateur, depuis 10 ans ou 15 ans, on disait « Ah non, non, vous n'avez pas le droit de parler de ça. » Ça, c'est du politiquement correct. Voilà, ouais. Et politiquement correct. Et à force d'avoir dénié la vérité, d'avoir imposé une vérité pour séduire et conquérir un pouvoir et non pas pour porter un projet, nous avons aujourd'hui un fossé énorme entre celles et ceux qui doivent décider et celles et ceux qui subissent cette décision. Et une des questions fondamentales pour le monde économique et pour le monde politique, comment construire une décision solide pour construire un futur sur une opinion qui est extraordinairement volatile, extraordinairement éruptive, extraordinairement changeante, basée sur des tsunamis émotionnels. Et donc, comment construire des convictions sur des océans d'émotions? Et là, c'est un débat qui est très clairement livré à la démocratie et aussi aux entreprises. Parce que l'émotion fait aussi partie, d'une façon ou d'une autre, du débat politique. Mais sur le terrain, comment apporter des réponses, comment préparer une réforme, c'est ce que vous faites notamment sur l'épineux dossier des retraites. Jean-Michel Apathy, vous avez une question? Oui, un document a été diffusé hier, notamment par les Échos. On parle d'une possibilité de capitalisation dans la réforme des retraites que vous menez. Aujourd'hui, c'est par répartition, les actifs paient pour les inactifs. On pourrait changer un peu de système et introduire de la capitalisation? Le système est basé sur, en réalité, un projet de société. Il y avait deux questions fondamentales. Pourquoi changer, puisque notre système de retraite est important. Et le projet de société est le suivant. Comment épouser les parcours de fragilité des personnes, chômage, maladie, handicap et retraite? Mais est-ce qu'on pourrait faire de la capitalisation? Notre projet à nous, c'est la répartition. La répartition. Nous allons au contraire embarquer, en montant le plafond du régime universel, la majeure partie des salariés, 99% des salariés, et au-delà de ce plafond, bien évidemment, il y aura possibilité de faire appel à une épargne collective, une épargne privée, et donc des systèmes de capitalisation. Donc un peu de capitalisation, et le document disait aussi que si une retraite est prise à 62 ans, ce sera avec une décote, et travailler peut-être 1 ou 2 années de plus pour avoir une pension pleine. Non, pas de décote. Nous laissons la liberté de choix de partir à 62 ans. Mais bien évidemment, moins bien payé que si on part à 64. Non, si les gens... Non, on peut inverser. Vous voyez, c'est l'aspect négatif ou positif. Si les gens veulent partir plus tôt, plus tard, c'est leur liberté. Évidemment, il n'est pas choquant que si vous partez plus tard, votre retraite soit plus élevée. Fin des négociations quand ? Nous avons gardé le même calendrier et la loi doit être déposée pour mi-2019. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Paul Delevoye. Un mot à propos des retraités. Vous avez dit l'émotion dans la politique. Est-ce qu'on les a assez respectés, nos seniors ? En tout cas, il y a une respiration démocratique importante, c'est la pédagogie des enjeux. Aucune décision ne peut être comprise si elle n'a pas été expliquée, si on n'a pas compris les raisons pour lesquelles elle était nécessaire. Merci d'avoir été notre invité sur Europe 1, Jean-Paul Delevoye.